would I be forgiven? I wanna walk like you, swinging it back when I want. Question suivante, l'éloquence est-elle démocratique? À l'affirmative, s'il vous plaît, vous avez la parole. Merci beaucoup et je tiens à dire d'abord l'honneur qui m'est fait, que je ressens, d'être non juriste, pas avocat ni magistrat, et de me trouver sur cette scène parmi des juristes et des avocats, alors que je ne suis simplement qu'un professeur d'éloquence. Et c'est un honneur réel pour moi, mon cher Fabien et Madame la vice-présidente, que vous m'avez fait de m'inviter à m'exprimer au milieu d'un cénacle qui, pour moi en tout cas, est un cénacle que je respecte, que j'admire et qui me semble être une nécessité, avocat et magistrat, dans une société démocratique. Je viens de prononcer le mot démocratique. Je crains... Il est des cas où on ne sait plus très bien qui tient le discours. Si c'est l'écho d'une voix, si c'est le renvoi d'un public vers un orateur, si c'est l'environnement mystérieux des ondes magnétiques. Mais je parlais de démocratie et le terme démocratique est un terme magnifique. La question qui m'est posée, c'est de savoir si l'éloquence est démocratique. Je sais ce qu'on me dira, je sais ce que me diront les universitaires qui se trouvent ici dans leur complexe d'infériorité ou plutôt de supériorité. Nous sommes universitaires, nous savons parler en public et par conséquent, nous sommes une élite. Et donc l'éloquence n'est pas démocratique. C'est bien mal connaître l'histoire de la démocratie. C'est bien mal connaître ce que disait Cicéron en 55 avant Jésus-Christ dans De Oratore. La rhétorique est née de l'éloquence et non pas l'inverse. C'est fondamental. C'est fondamental parce que Cicéron nous dit à ce moment-là que l'orateur éloquent, celui qui porte une idée et entraîne le public dans le sens de cette idée, de cette opinion, c'est un orateur qui trouve ses mots, ses tons et ses rythmes face au public. Tellement face au public, les sens tournés vers ce public, qu'il le ressent et qu'il développe cette idée qui est déjà dans le public. Car c'est ce que fait tout orateur. Vous développez une défense, il y a dans le public des gens qui pensent que, effectivement, cet homme n'est pas coupable. Vous développez une accusation, il y a des gens dans le public qui pensent effectivement que cet homme est coupable. Par conséquent, ce que fait l'orateur, déjà, c'est de développer une idée qui se trouve déjà dans le public. Et par conséquent, il se fait le serviteur du public. C'est un acte démocratique. Et quand on pense à Socrate, qui, je le rappelle, n'est allé à la mort que parce qu'il n'a pas voulu, ce qui était l'usage en Grèce, étant condamné à mort, demander une peine de substitution qui lui aurait sauvé la vie. Parce qu'il estimait que demander une peine de substitution, c'est reconnaître qu'il était fautif. Et par honnêteté intellectuelle, Socrate est allé à la mort, mais disait-il aussi, je ne sais pas, je ne sais rien, et peut-être la mort est-elle un bien ou un mal, je vais le savoir. Mais que disait Socrate au début de son discours? Comment a-t-il introduit son discours? Il introduisit son discours en disant « Bien sûr que non, Athéniens, ce ne sont pas par Zeus, comme quoi il avait la foi, ce ne sont pas par Zeus des discours élégamment tournés, comme ceux de mes accusateurs. Ce ne sont pas des discours partant d'expressions et de termes choisis que vous allez entendre. Ce sont des choses dites à l'improviste,
dans les termes qui me viendront à l'esprit. Ce sont des choses dites à l'improviste, dans les termes qui me viendront à l'esprit. C'est-à-dire que je ne sais pas comment je vais parler, je ne sais pas comment je vais disposer mes arguments. Deuxième étape de la rhétorique de Cicéron, la disposition, je ne sais pas. Mais finalement, c'est en vous regardant, vous qui me défendez et vous qui m'accusez, en m'appuyant sur ce que je reçois de cette foule, que mon discours, ma défense va se construire. Je veux dire que c'est à partir de vous que ma défense se construira. Et c'est encore là que l'éloquence est véritablement un acte démocratique. Ça n'est pas tant la personne de Socrate qui devient importante, mais la vision que Socrate a de la société, qui est en cause ou qui ne l'est pas. Or, en effet, il est vrai que l'art oratoire est un art au service de la circulation des idées dans le monde des hommes. Et dans une démocratie, il n'y a pas mieux pour faire circuler les idées dans le monde des hommes. Je sais que l'un des membres de ce jury est un adepte de Protagoras, il a bien raison. L'homme est la mesure de toute chose. Et par conséquent, quand un homme parle et mesure qu'une opinion est juste, il a raison. Et quand son contradicteur parle et mesure que cette opinion est fausse, il a aussi raison. Mais ces deux idées, encore une fois, sont dans le peuple. Et ces deux idées étant incarnées, on parle enfin du corps, le peuple, voyant les protagonistes, Agone, la lutte, dans la civilisation athénienne, protagoniste, celui qui combat devant, celui qui lutte devant. Et le peuple, voyant ces deux idées qui sont en lui, exposées, théâtralisées dans un prétoire, alors le peuple choisira. Il y a là la construction même de la démocratie. Et après tout, celui qui parle, n'est-il pas membre du peuple? D'abord. Et puis aujourd'hui, tout ça, vous me direz, c'est terminé. L'Antiquité, c'est loin. Mais je me souviens quand même, quand j'étais jeune, d'avoir entendu quelques orateurs éloquents. Et monsieur qui est ici, monsieur Bonaventure, Paris martyrisé, Paris libéré, pardon. Eh bien, De Gaulle était, moi je me souviens quand j'étais enfant, De Gaulle était un orateur de ce type-là. Et De Gaulle avait une caractéristique, c'est qu'il apprenait ses discours par cœur. Mais lorsqu'il arrivait sur l'estrade, à la tribune, il démarrait son discours et il opérait quelquefois des chunts entiers d'improvisation. Il remplaçait des tranches entières de ses discours écrits par un discours parlé qui améliorait toujours le discours écrit. Parler en public ne consiste pas à dire ce qu'on a prévu de dire, mais à aller au-delà grâce au public. Ce qui fait du public le auteur du discours fini, donc le co-signataire, pour ne pas dire le seul signataire, puisqu'il avait déjà l'idée en lui. Et De Gaulle, très tôt, en 1942, à l'Albert Hall, on entend De Gaulle à la radio, sur le territoire français, les résistants écoutant en cachette la radio libre, la radio France. Et De Gaulle parle devant les Français qui sont à l'Albert Hall à Londres. Et on a la chance d'avoir la version écrite et la version parlée. Version écrite, je cite juste quelques phrases. Version écrite, dit De Gaulle, le ciment de l'unité française, c'est le sang des Français qui n'ont pas accepté l'armistice. Excusez-moi, j'ai fait un lapsus. Tellement je suis attiré par ce qu'il a effectivement dit. Je reprends. Le ciment de l'unité française, c'est le sang des Français qui n'ont pas tenu compte de l'armistice. Version parlée. Le ciment de l'unité française, c'est le sang des Français qui n'ont pas accepté l'armistice. Un seul mot au lieu de deux et supplément de sens. Le discours prend de l'ampleur, prend de l'éloquence. Je continue. Version écrite. De ceux qui, depuis Rotombe, meurent tout de même pour la France. Version parlée qui, malgré Rotombe, continue de mourir pour la France. Et là, vous avez la boule à l'estomac. Et là, tous ces résistants, chacun dans leur coin, chacun dans leur combat, savent en écoutant la radio qu'ils sont tout un peuple, et qui montent vers les balles des nazis, et qui montent vers les poteaux d'exécution, mais qu'ils sont tout un peuple. C'est de la démocratie.
Et cet orateur-là était un démocrate. Et puis je me souviens aussi d'un autre orateur qui, beaucoup plus tard, mais rencontrant comme adversaire, comme contradicteur, le même général de Gaulle, Daniel Cohn-Bendit. Vous avez parlé de la fac de Nanterre, je ne connais pas bien tout ça, je ne sais pas ce que vous avez contre elle, manifestement elle est voilà. Mais en tout cas, Daniel Cohn-Bendit, simplement, était un orateur aussi de ce type-là. Style totalement différent. Vous vous souvenez peut-être du regard de Daniel Cohn-Bendit sur une photo où on le voit lever le visage, regarder un CRS qui est photographié de dos, on voit son casque et on voit le visage de Daniel Cohn-Bendit qui regarde le CRS. Il a un œil d'enfant, un regard d'enfant. Et regardez certains débats que vous avez peut-être retrouvés sur certaines vidéos. Le regard de Daniel Cohn-Bendit est un regard d'enfant. Et même quand il dit à M. Bayrou que c'est un minable, il le regarde avec beaucoup de tendresse. Et c'est le premier regard qu'il faut avoir, même pour son contradicteur, qui n'est après tout qu'un partenaire dans la démocratie, puisque lui est chargé d'une idée, moi d'une autre, nous sommes partenaires pour le peuple qui est devant nous. Et Daniel Cohn-Bendit, par sa parole, soulève un certain peuple de France, un certain peuple, soit qui veut quelque chose, un monde moderne, soit qui pense à gauche. Mais il existe toujours à l'époque le général de Gaulle, qui lui représente d'autres valeurs, peut-être un peu plus le passé. Mais Daniel Cohn-Bendit soulève tout le peuple, même les ouvriers dans les usines. Et la gauche conservatrice, CGT et Parti communiste se trouvent dépassés. La voix, la parole de Daniel Cohn-Bendit fait lever quelque chose qui était en germe dans le peuple, acte démocratique. Et on se souvient que le général de Gaulle, pendant ces événements de mai 68 et vers la fin, a tenu lui aussi un discours qui a fait qu'une grande manifestation du peuple de droite s'est levée sur les Champs-Élysées. Et ces deux orateurs-là ont mis en évidence les deux tendances qu'il y avait à cette époque dans le peuple. C'était en 68. Et le peuple, ayant entendu ces deux directions historiques qui leur étaient proposées, un an plus tard, en 1969, le référendum contre le général de Gaulle, il obtient un non. Le peuple, dans sa totalité, je n'ai pas encore parlé du vote, j'aurais dû le faire plus tôt, le peuple choisit de faire partir de Gaulle et s'ouvre une autre époque. C'est ainsi qu'évoluent les démocraties, par la parole et pas par le fusil ou par le canon. Et c'est ainsi que les orateurs font vivre la démocratie, c'est ainsi que les orateurs sont les médiums des idées qui circulent dans une démocratie. Je sais la différence entre l'éloquence et l'art oratoire, mais je voudrais tout de même remarquer quelque chose en matière d'art oratoire. Moi qui me trouve plutôt être un professeur d'art oratoire que d'éloquence, je voudrais faire remarquer qu'il y a des points communs entre tous les grands orateurs. Je n'ai pas cité Obama, je n'ai pas cité Mitterrand, qui pour moi est un grand orateur, ou certes s'il avait été chanteur lyrique, il aurait plutôt chanté Rameau que Verdi ou Wagner, et De Gaulle aurait plutôt chanté Verdi. Mais chaque orateur a son style. Le style de Cohn-Bendit, le style de Mitterrand, le style d'Obama ou de Gaulle, ce sont 4 styles différents. Et tous les styles sont intéressants, me disait un ami, professeur de mon école, ici présent dans cette salle. Tous les styles sont intéressants. Et même le style rhétorique. C'est pourquoi Cicéron n'aimait pas les rhéteurs, qui avaient taylorisé les belles formules de rhétorique et qui enseignaient les mêmes formules à tous leurs élèves, de manière à ce qu'ils parlent tous pareil. Cicéron détestait les rhéteurs. Il préférait que le discours se crée avec le peuple, encore la démocratie. Quels sont les points communs? Il y a, j'ai parlé du regard. Regardez des vidéos, des discours de Gaulle. Le regard est sur la population, le regard est sur le peuple. Regardez des discours de Cohn-Bendit, c'est la même chose. Il y a ce regard. On ne peut pas le voir évidemment dans la statuaire antique. Mais dans la statuaire antique, on voit, après le regard, on voit cette verticalité. Tous les orateurs ont un regard. Et tous les orateurs ont une verticalité. Et vous savez d'où leur vient cette verticalité? De l'intérêt qu'ils portent au peuple. De l'intérêt qu'ils portent au peuple. Vous voyez, si tout d'un coup, je me mets à faire le penseur de Odin, je réfléchis, je me demande ce que je vais vous raconter, je regarde la lame de parquet, elle ne me dit pas grand-chose, je regarde la tête du jury, ça ne me dit pas grand-chose non plus.
Ah oui, et je regarde le peuple, là, oui. Oui, je sais, je sais. Je ne suis pas un démagogue, j'arrête. Et quand je cherche là, je ne peux pas trouver. Mais si jamais je décide simplement de m'intéresser à vous, regardez sincèrement ce qui se passe. Oui, vous souriez, mademoiselle. Regardez, oui, continuez à sourire. Regardez simplement ce qui se passe. Parce que je vous regarde et que je décide de m'intéresser à vous, presque sans que je m'en sois rendu compte. Métamorphose. Mon dos s'est redressé, sans que je m'en sois rendu compte. Vous devez décider, quand vous parlez en public, de la qualité du regard que vous aurez. Un intérêt décidé, tant pour le contradicteur que pour celui qui est votre allié. Mais tous les grands orateurs, dans l'Antiquité, comme chez De Gaulle, comme chez Obama, ont un regard qui amène un dos, et ensuite ils ont une voix. Il y a parmi vous certainement des gens qui font du chant, et qui savent très bien que, instinctivement, quand on veut chanter, on se tient droit, et la voix sort, et c'est la voix qui porte l'émotion, c'est-à-dire le sens qu'il faut accorder au discours. Voilà la qualité des grands orateurs. Alors je voudrais aller vers la fin de ce discours, pardonnez-moi, je suis un petit peu long peut-être, mais ces grands orateurs ont en commun un regard, un dos et une voix. Une relation au public, une relation au sol, une relation au ciel. Ils s'inscrivent physiquement dans le monde, par conséquent, leur pensée s'inscrit dans la pensée du monde. C'est en ça qu'encore une fois, ils sont démocratiques. Mais aujourd'hui, Cohn-Bendit s'est retiré de la politique. Qui nous reste-t-il? Manuel Valls. La kyrielle de E, raide comme un passe-lacet, hyper tendu, pas de regard, des petits E à chaque ton de silence. Manuel Valls, totalement rigide, qui cherche dans sa tête son discours, et ça ne donne pas grand-chose. Vous avez aussi M. Montebourg, qui je crois est avocat, appartient de corporation, le maniériste par excellence. Vous l'avez vu récemment à la télévision, chaque fois qu'on lui pose une question, un regard sur la gauche, en dessous, un air extrêmement réfléchi, et toutes les phrases commencent par « je dirais, enfin, si vous voulez, je pense... » Et on attend toujours. Et puis... Monsieur Sarkozy, l'hypertendu de la face avant. Sarkozy, faites attention, Monsieur Trump a un peu les mêmes caractéristiques. Le face-à-face Hilton, et Trump, vous observez qu'il y a une détente faciale chez Hillary Clinton, il y a toujours des contractures dans le bras, des épaules comme ça, un tout petit peu. Ça rappelle un peu Sarkozy. À mon avis, c'est un peu de la même famille. C'est le langage du corps. Vous savez, état général dira un médecin, ce que dit le corps, c'est ce que dit l'esprit. Hein. C'est la même chose, on n'est pas divisible. Et M. Sarkozy, avec ses tranchants de main, avec ses coups de menton, ses coups d'épaule, hypertension de la face avant, et puis M. Villepin, que vous avez aussi cité, que les Français ont adulé. Cette magnifique phrase, je vous remercie de l'avoir citée, mais tellement compliquée qu'à un moment donné, il y a eu un trou. Cette magnifique phrase, la France, ce vieux pays de ce vieux continent, où M. Villepin se mirait dans ses notes, comme Narcisse dans les temps, pour s'admirer dans son écriture. Et M. Villepin est le dernier avatar de la pensée gaulienne. Avec lui, la pensée gaulienne est morte sur la table, et maintenant sous la table, puisqu'il a disparu. De Gaulle est véritablement mort à l'ONU ce jour-là. Mais l'orateur de Gaulle avait guidé des tas de gaullistes, y compris des présidents, pour les aider dans leurs décisions, même après sa mort. L'une des décisions les plus faciles qu'a prises le président Chirac, c'est de ne pas partir en Irak, parce que De Gaulle, encore, parlait, même après sa mort, à travers le gaulliste qu'il était. C'est sans doute De Gaulle qui lui avait dicté cette décision. De Gaulle qui était tellement relié au peuple français. Encore une fois, la démocratie. Mais vous voyez, ces quelques orateurs que j'ai cités, Valls, Sarkozy, Montebourg, ces quelques orateurs, Mélenchon, j'oubliais Mélenchon. Mélenchon, ça n'est pas de l'éloquence, c'est de la grandiloquence. Il ne faut pas confondre. La grandiloquence, c'est un numéro personnel. Comme si on disait à un acteur, bah, tu fais ton numéro. Et M. Mélenchon est tellement présent dans sa parole que c'est un vrai spectacle à lui tout seul et qu'on se prend à oublier totalement l'idée qu'il est en train de traiter. Tellement il est spectaculaire. Ça n'est pas ça, l'art oratoire. Et je regrette que beaucoup de Français, quand on pense à oratoire ou éloquence, pensent plutôt Montebourg, Mélenchon, etc., et beaucoup moins Mitterrand, De Gaulle ou Obama.
Ce sont les seconds qui font l'histoire, pas les premiers. Alors aujourd'hui, il n'y a plus d'orateurs. Il n'y en a plus, mesdames et messieurs. Il n'y a plus d'éloquence. Et moi, j'ai très peur pour la France. J'ai très peur du regard de M. Poutine. J'ai très peur de la manière dont nos soi-disant démocrates s'expriment aujourd'hui, parce qu'ils ne portent plus l'idée et ils ne sortent plus du peuple leur discours. J'ai très peur pour les démocraties. Où peut-on encore trouver, je finirai là, où peut-on encore trouver de la démocratie? Dans l'art, au théâtre. Allez voir cette pièce magnifique qui s'appelle « À tort ou à raison », avec l'histoire de M. Furtwängler, chef d'orchestre en Allemagne, qui est accusé d'être resté en Allemagne et d'avoir dirigé pour l'anniversaire d'Hitler. Et puis, il est interrogé par un officier américain qui instruit son procès. Et Michel Bouquet joue Furtwängler, je l'ai oublié, c'est M. Lambel, je crois, qui joue l'officier américain. Et dans cette pièce de théâtre parfaitement écrite par Harwood, qui est un auteur dramatique qui appréciait beaucoup Laurent Terzieff, dans cette pièce de théâtre, je vous jure, pour ceux qui n'y sont pas allés, quand le personnage de Furtwängler prend la parole, on se dit qu'il a raison. Il devait rester en Allemagne. Et quand le personnage de l'officier américain prend la parole, on se dit qu'il a raison. Furtwängler était un salaud. Et les deux idées sont défendues devant nous. Ça s'appelle la culture. Et c'est pour ça que nous sortons des théâtres, toujours un peu plus sages. Et c'est pour ça que les dictatures sanguinaires ont toujours démoli tout ce qui pouvait être artistique. Parce que c'est l'art qui, effectivement, est le plus proche d'une démarche démocratique. Voilà. Et puis, on peut encore trouver ça au théâtre. D'abord, dans l'Antiquité, les pièces de théâtre comportaient des débats. Dans les fêtes dionysiaques, il y avait des joutes organisées. Et puis, chez Molière, acte 1, scène 1, je finirai, je vous le jure, je finirai pas. Oui, je suis un peu long. J'arrête ou je vous donne ça? Acte 1, scène 1. Alceste développe une vision de la société, Philinte l'autre. Et que dit Alceste? Que dit Alceste? Quel avantage a-t-on qu'un homme vous caresse? Quel avantage a-t-on qu'un homme vous caresse, vous jure amitié, foi, zèle, estime, tendresse, et vous fasse de vous un éloge éclatant? Quant au premier faquin, il pourra en faire autant. Quel avantage a-t-on? La plus glorieuse éloge a des régals peu chers, quand on voit qu'on nous mêle avec tout l'univers. Il faut avoir une estime pour quelqu'un, parce que si on estime tout le monde, on n'estime plus personne. Et lorsque Alceste parle d'un adversaire qu'il a dans un procès, il dit « Nommez-le fourbe, infâme, scélérat maudit. Tout le monde en convient, personne n'y contredit. Cependant, sa grimace est partout bienvenue. On l'accueille, on lui rit, partout il s'insinue. Et s'il est un rang par la brigue à disputer, sur le plus honnête homme, on le voit l'emporter. Teste bleue, ce me sont de mortelles blessures, de voir qu'avec le vice, on garde des mesures. Et il me prend parfois des envies furieuses de fuir dans un désert l'approche des humains. Il a raison, même aujourd'hui. Et que lui répond Philinte? Philinte lui répond, mon Dieu, des mœurs du temps, mettons-nous moins en peine, et faisons un peu grâce à la nature humaine. Ne l'examinons pas dans la grande rigueur, et voyons ses défauts avec quelque douceur. Il faut parmi le monde une vertu traitable. À force de sagesse, on peut être blâmable. La parfaite raison fit toute extrémité, et veut que l'on soit sage avec sobriété. J'observe comme vous 100 choses tous les jours, qui pourraient mieux aller prenant un autre tour. Mais, quoi qu'à chaque pas je puisse voir paraître, en courroux comme vous, on ne voit point être. Je prends tout doucement les hommes comme ils sont. J'accoutume mon âme à souffrir ce qu'ils font. Et je crois qu'à la cour, aussi bien qu'à la ville, mon flegme est philosophe autant que votre ville. Et je ne veux pas jouer les trissotins qui s'extasient sur un quoi qu'on dit, mais c'est autant que me ravit. Mon flegme est philosophe autant que votre ville, il l'eût pu dire. Mon flegme est philosophe bien plus que votre ville. Et là, on a les débats politiques d'aujourd'hui pour la primaire. Mon flegme est philosophe
autant que votre Bill, l'art, décidément, dans son éloquence, est profondément démocratique. Merci beaucoup.